l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet, Nanga lui-même n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Le 6 avril depuis l'année passée est déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine. À travers le pays, plusieurs cérémonies seront organisées pour honorer la mémoire de cet homme. En Kamba, le décor est déjà planté pour accueillir la cérémonie. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la province du Congo central, et mort le 12 octobre 1951 dans la ville de Lubumbashi. Et en images, sensibiliser l'élite congolaise à connaître la lutte et le combat politico-spirituel et culturel qu'avait mené Simon Kimbangu contre les occupants de nos terres à l'époque coloniale. C'est l'objectif d'un atelier organisé à Kinshasa à Lembikai. Il s'agit d'une cérémonie d'ouverture officielle d'une série de conférences-débats conformément à l'ordonnance présidentielle portant sur la conscience africaine et combat de Simon Kimbangu. Plusieurs invités de toutes les catégories, députés nationaux, provinciaux, notables du Congo, professeurs de différentes universités, conseillers du chef de l'État et étudiants. L'Union des nationalistes congolais, en sigle UNAC, organisatrice de la cérémonie, poursuit les objectifs ci-après. Pérenniser les combats de Simon Kimbangu, vulgariser ce qu'a été sa lutte, faire voir à la jeunesse congolaise qu'il est important à ces jours d'incarner le combat de Simon Kimbangu pour mettre fin à cette lutte négative nous imposée par les impérialistes. Nous continuerons à organiser des conférences et ateliers s'il le faut sur toute l'étendue de la République, pourquoi pas aller au-delà du pays pour vulgariser, comme je venais de le dire, les combats et la lutte de Simon Kimbangu. Il est question ici de penser à nos acquis, à laisser comprendre que Simon Kimbangu est l'initiateur du fameux concept sauvegardons les acquis. À l'époque, lorsqu'il exhortait les Congolais de l'époque de sauvegarder ce que nous avons pour enfin réserver un futur meilleur à la génération future. À l'Assemblée nationale, 48 nouveaux députés viennent de faire leur entrée. La Cour constitutionnelle vient de leur accorder le droit d'y siéger pleinement après avoir jugé favorable leur requête suite à la publication provisoire des élections du 20 décembre 2023. Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko. Rien ne les empêche de siéger en qualité de député national de plein droit à la Chambre basse du Parlement. Cela fait suite à l'avis favorable que la Cour constitutionnelle a réservé à leur requête après la publication des résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2023. Il désigne 48 députés nationaux qui intègrent la liste des élus nationaux à plus de 400. Revenons sur le chapitre des députés nationaux appelés à opérer leur choix dans le cadre de compatibilité de pouvoir. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a annoncé un délai de 8 jours leur a été accordé pour une décision finale de leur part. Seulement 9 sur 108 entreprises publiques ont déposé leur état financier, exercice 2024 à la Cour constitutionnelle. Les détails avec Nancy Pouba. Soucieux de mettre fin à l'ignorance des mandataires publics de leur devoir de redevabilité envers la Cour des comptes concernant la transmission annuelle des états financiers de leur organisme, l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République du Congo a tenu à des fins pédagogiques une journée de vulgarisation de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes à l'intention des mandataires publics ce jeudi 4 avril 2024 au fleuve Congo Hôtel. Prenons la parole pour ouvrir les assises. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a fustigé le fait que sur 108 entreprises et établissements publics, seulement 9 ont déposé leur état financier pour l'exercice 2023. La journée de vulgarisation de ce jour
revêt certes un caractère pédagogique, mais n'oublions pas que les défauts de transmission des états financiers constituent une faute de gestion punissable d'une amende qui peut approcher le double du salaire brut annuel de la personne mise en cause. S'il faut faire un peu de mathématiques, le juge de la Cour des comptes fixera l'amende encourue par les mises en cause en multipliant son salaire par 24 sans dépasser ce montant. Chacun des mandataires publics connaît son salaire. Vous pouvez donc déjà prendre vos calculettes pour en avoir une idée exacte. Puis s'en est suivi tour à tour des intervenants qui ont parlé de la procédure du dépôt des comptes annuels au greffe central de la Cour des comptes, de la répression des fautes de gestion liées à la non-transmission des états financiers et enfin de la manière dont la Cour des comptes, par le canal de sa chambre en charge des entreprises du portefeuille et des établissements publics, exploite les états financiers lui transmis par les établissements et les entreprises publiques. Adel Kaïnda, ministre d'État, ministre du portefeuille, avait rehaussé de sa présence la dite cérémonie et est intervenu en ces termes. Nous demandons aux différents chefs d'entreprise d'annuler la gestion PAC. Moi aussi, je l'ai dit, tous les mandataires sont dans cette salle. Je ne suis pas de pratique que les mandataires viennent avec des enveloppes. Je l'ai dit tout. Restés sur leur soif, les mandataires présents ont exprimé au cours des échanges la nécessité de multiplier ce genre d'activités. Et vous venez là de suivre la journée de vulgarisation organisée par la Cour de compte et non par la Cour constitutionnelle comme nous l'avions dit tantôt. La création d'emplois, l'amélioration des salaires, mettre fin à la guerre dans l'est du pays, autant d'attentes de la population au gouvernement souminois. D'autres encore estiment que la nouvelle première ministre a meilleur profil pour faire face aux défis qui l'attendent. La population s'est exprimée au micro de Françoise Bouela et Pompomba. En connaissant, en voyant les profils de la dame qui a été nommée comme Premier ministre, nous osons croire qu'elle sera à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Je suis très contente de la nomination de Madame le Premier ministre. Mais il y a un mais. On dit souvent qu'une femme ne construit jamais une nation. S'il vous plaît, Madame Judith, rendez-nous fiers de vous. Ne nous décevez pas. Ce que je peux la demander, Annick, plus un peu, c'est basé surtout sur l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, c'est le développement même du pays. Nous attendons d'elle un bon travail. Dans tous les domaines, économiques, social, politiques. C'est que moi, personnellement, Laurent, j'attends d'elle qu'elle soit à la hauteur, surtout pour mettre fin à la guerre. C'est d'abord ça. Dès que nous aurons la sécurité à l'Est, je crois que les autres histoires, ça va commencer à couler. Moi, en tant qu'étudiante déjà, j'attends qu'elle puisse nous venir en aide à l'université concernant les frais, tout ce qu'on demande là à l'université, de bien vouloir un peu voir et nous aider un peu à baisser un peu le prix. Ça ne fait que nous réjouir, surtout que c'est une maman. Elle aura les soucis, elle va maintenant gérer les pays comme une maman gère sa maison, son foyer. Elle aura les soucis de la population. La délégation canadienne conduite par Ahmad Hussein, ministre de Développement international et en séjour à Kinshasa, a été reçue par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Au menu, la situation de guerre dans la partie est du pays et le renforcement de la coopération entre les deux États. Doris Mozo. Le Canada veut revitaliser ses relations avec la République démocratique du Congo. C'est la raison de la visite du ministre de Développement international du Canada, Ahmed Hussein, qui conduit une forte délégation et séjourne depuis 48 heures à Kinshasa. L'agenda de la délégation prévoit des rencontres avec des autorités locales sur les différents domaines de coopération. Ahmed Hussein et sa délégation ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala. Autour de la table, les deux parties ont échangé essentiellement sur comment et dans quel domaine le Canada peut renforcer son appui en RDC.
Le ministre canadien a réitéré la volonté de son pays, à travers sa présence à Kinshasa, de collaborer pour une coopération gagnant-gagnant. Après avoir écouté très attentivement son interlocuteur, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, n'est pas allé sur 4 chemins. La sécurité à l'Est figure parmi les urgences du gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dont les dépenses ont déjà atteint plus de 2 milliards de dollars américains. La République démocratique du Congo sollicite un appui pour mettre fin à l'agression rwandaise, l'éradication des groupes armés dont les plus meurtriers restent le M23. Le ministre canadien a promis d'y travailler et de mobiliser les investisseurs canadiens à venir au Congo. Et parlons de ce protocole d'accord du 16 septembre 2023 signé entre le banc syndical de l'administration publique et le gouvernement. Où en est-on avec la mise en œuvre? Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a présidé une séance d'évaluation à l'attention de la délégation intersyndicale. Des engagements pris et la question de la paie des fonctionnaires ont été passés au peigne fin. Nadine Kilocho et Cédric Anina. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une réunion avec l'intersyndicale de l'administration publique INAP le jeudi 4 avril 2024 pour tabler sur l'évaluation de l'exécution des engagements du gouvernement repris dans le protocole d'accord du 16 septembre 2023. À l'occasion de cette réunion, il ressort que plusieurs engagements ont été respectés et certains ont souffert de non-application suite aux impératifs sécuritaires dont le pays fait face. Malgré cela, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a démontré la volonté et les efforts du gouvernement congolais de garantir la paie des fonctionnaires dans le délai réglementaire. La volonté du gouvernement est ferme quant à la nécessité de respecter les calendriers de la paie des fonctionnaires. Maintenant, face à certaines contraintes, nous avons le devoir, en tant que responsables, banc gouvernemental, banc syndical, nous sommes tous des responsables, de mettre cette vérité sur la table, de se regarder dans les yeux et de voir dans quelles conditions nous pourrions continuer la marche vers le progrès sans mettre en péril la sûreté de notre pays. Le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dit satisfait de l'esprit du dialogue érigé en mode de gestion par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, tout en demandant l'application de certains points de l'accord du 16 septembre 2023. Nous avons fait un communiqué conjoint dans lequel nous avons informé les agents, nous avons pris des engagements, nous allons continuer à encadrer les agents et le gouvernement fait des efforts pour que ce qui a été promis soit réalisé. Grâce au dialogue permanent, la paix sociale a été maintenue grâce au leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut une administration publique à la taille de la grandeur de la République démocratique du Congo. Les travaux de la matinée de l'emploi organisés par l'Office national de l'emploi ouverts hier par le chef de l'État se poursuivent à l'hôtel Fleuve Congo. William Tunakov nous propose des travaux en panel. Créer plus de 6 400 000 emplois et accélérer la promotion de l'entrepreneuriat, cet objectif fixé par le chef de l'État lors de son discours d'investiture pour son deuxième quinquennat est porté par l'Office national de l'emploi ONEM, organe de régulation de l'emploi en République démocratique du Congo, qui vient d'organiser une matinée d'emploi sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en collaboration avec ses partenaires. Sous les thèmes l'ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du secteur de l'emploi en RDC, cette matinée a été lancée par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit déterminé à faire de son engagement celui de créer plus d'emplois une réalité vivante tout au long de son second mandat. Il s'en est suivi des échanges et débats en panel. Le premier panel sur les missions de l'ONEM, difficultés dans l'accomplissement et obstacles dans la collaboration, a évoqué l'inadéquation entre l'emploi et la formation comme frein dans le recrutement. S'agissant de la place de l'ONEM dans le recrutement de la main-d'œuvre au sein de l'administration publique et des entreprises publiques et privées, les panélistes ont recommandé la synergie entre l'ONEM et autres structures en vue de créer plus d'emplois.
En ce qui concerne les perspectives d'une bonne collaboration entre acteurs clés du secteur de l'emploi pour mieux organiser le marché du travail en RDC, il a été proposé la collaboration transversale pour permettre à l'ONEM d'être efficace sur le terrain. On va de suivre le reportage de Chimène Kamoka. Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé du livre du journaliste Passion Ligodi qui vient d'enrichir la bibliothèque congolaise. Il a été porté tout naturellement sous le fonds baptismal par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Yolande Voka. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a participé au vernissage du livre Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, du journaliste congolais Passion Ligodi, c'est vendredi 5 avril 2024 à Sultani Hotel dans la commune de la Gombe. Ici, je pense qu'il n'y a pas de remède particulier si ce n'est de travailler en coalition. Coalition gouvernement, coalition journaliste, parce que c'est finalement notre métier qui est concurrencé. Quand quelqu'un se lève un matin, il prend son téléphone, il tweet, il partage l'information. Mais aujourd'hui, le fond qui doit être les nôtres, c'est peut-être d'arriver à dire à ceux qui consomment l'information que lorsque vous n'avez pas vu Radio Kapi, lorsque vous n'avez pas vu Actualité, lorsque vous n'avez pas vu Top Congo, il y a un véhicule. Et on ne peut y arriver que si nous tous nous connaissons les meilleurs des informations, mésinformations, fake news. Par ailleurs, ce livre de Passion Ligodi a été porté sous les fonds baptismaux par le professeur Daniel Moukoko Samba, en présence du professeur honoraire en sciences de l'information et de la communication, Jean Chrétien et Kambodoua Senge. Imprimé par les éditions Mabiki en Belgique, ce livre de 253 pages ne se contente pas de diagnostiquer le mot de la société de l'information, il propose également des solutions comme l'éducation aux médias et la lutte contre les fausses informations. Et le lycée technique de Matongé vient de recevoir un coup de jeune. Des bâtiments requinqués ont été inaugurés par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Serge Mata nous donne les détails. Les lycées techniques professionnels de Matongé est la dernière école publique de la ville-province de Kinshasa à être inaugurée ces jours dans le cadre du projet de réhabilitation des écoles publiques lancé par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Ce jeudi 4 avril, le numéro 1 du sous-secteur de l'éducation a effectué les déplacements de l'établissement scolaire lycée technique professionnel de Matongé, situé dans la commune de Kalamou. Question de les remettre officiellement après qu'ils soient réhabilités par la direction des infrastructures scolaires, une direction interne qui ne reçoit que les frais de fonctionnement et qui a réussi à inaugurer déjà 6 écoles. La prochaine étape, c'est de voir dans les provinces s'il y a encore des écoles officielles qui ont les mêmes problèmes pour que ce soit relevé. Parce qu'on le dit toujours, la question de l'éducation, c'est d'abord le monopole de l'État congolais. Tous les autres partenaires ne viennent qu'en appui. Vous l'avez vous-même dit, le lycée technique professionnel de Matongé figure sur la liste de 6 établissements scolaires officiels que le ministère avait ciblés pour la réhabilitation. Le constat est que parmi les écoles compétitives ici à Kinshasa, même à travers le pays, l'État a perdu beaucoup. Ils sont en état de délabrement aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons décidé de les réhabiliter. Le gouvernement doit retourner à sa place. L'un des aspects de la restauration de l'autorité de l'État dans les domaines de l'éducation. Ces bâtiments scolaires étaient devenus très vétustes par des effondrements de murs et de toitures, ce qui avait provoqué l'état d'abandon du lieu et une faible fréquentation de cette école par les élèves. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal qu'il y a une information importante pour le secteur de l'emploi et entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Eh bien, nous y sommes. La ténor avec Joseph Oscar Balkej. Décision numéro 002 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé.
l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, vu la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, spécialement en son article 6 ainsi que ses mesures d'application, considérant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise par la promotion de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale, considérant que les politiques de développement du contenu local, telles que prévues par les dispositions de l'article 5.1 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ont toujours été élaborées et mises en œuvre dans tout le pays du monde avec pour objectif de protéger la main-d'œuvre locale et de faire participer les nationaux dans la chaîne de valeur de la vie économique, faisant du contenu local un levier de l'affirmation de la souveraineté nationale et de l'indépendance économique du pays, considérant qu'au terme des dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais et dont la gestion est assurée par les Congolais personnes physiques. Considérant cependant que l'accès au marché de la sous-traitance par les entreprises à capitaux majoritairement congolais est confronté à des obstacles découlant notamment de manœuvres illicites liées à des procédures d'appel d'offres opaques et au favoritisme dans l'octroi des marchés par les dirigeants de certaines entreprises principales chargées notamment des contrats et des approvisionnements, et ce au détriment d'entreprises éligibles, en exécution des missions lui confiées par les textes légaux et réglementaires et se fondant sur le protocole d'accord signé avec le ministère des Mines ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle veille à l'accès au marché par le respect de l'application des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l'exercice des activités des sous-traitances dans les secteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 5.3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/025 du 12 octobre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, considérant les conclusions issues des séances de travail tenues entre les dirigeants de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et ceux de la société Tenke Fungurume Mining, TFM en sigle, société principale œuvrant dans les secteurs miniers, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Les entreprises dont les noms sont repris ci-dessous sont recommandées au sein de la société Tenke Fungurume Mining, TFM en sigle, pour exécuter les marchés des sous-traitances en tenant compte de leur qualification et leur expertise. Il s'agit de société sous-traitante, Elephant Trade SARL. Le contrat porte sur la construction électrique et automatisation, catégorie A. Panaco, le contrat porte sur la fourniture de matériel électrique, catégorie A. La société GHS
Excavation et transport interne de minerais. Catégorie A. La société BOFA SARL, les contrats portent sur l'excavation et transport interne de minerais. Elle est de la catégorie A. La société Almer Engineering, les contrats portent également sur l'excavation et transport interne de minerais. La société est de la catégorie B. MSD SARL, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Best Services Africa, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Madiwe SARL, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Eagle Global, les contrats portent sur la fourniture des réactifs miniers, collecteurs, fraudeurs, flocculants et coagulants. Catégorie B. Congo Chemical Company SARL. Les contrats portent sur la fourniture des réactifs miniers, collecteurs, fraudeurs, flocculants, coagulants. Catégorie A. GPEM. Les contrats concernent les chaux et autres réactifs miniers. Catégorie A. Congo Piping SAS. Fourniture des tuyaux. Catégorie A. Moulicap. Les contrats portent sur la fourniture des produits pétroliers. Catégorie A. Groupe Congo Oil. Fourniture de produits pétroliers et lubrifiants. Catégorie A. ELK Oil. Fourniture des produits pétroliers. Catégorie A. Maestro et Sarlu. Fourniture des produits pétroliers. Catégorie A. Africa Petroleum SARL. Fourniture des produits pétroliers. Catégorie A. KM Oil SARL. Les contrats portent également sur la fourniture des produits pétroliers. Catégorie A. Beachworld. Construction et génie civil. Catégorie A. BAC Africa Development. Les contrats portent sur la construction et génie civil. Catégorie A. BAD Construct and Industry. Les contrats portent sur la construction et le génie civil. Catégorie A. Envol Concept. Fourniture de vannes et tuyaux. Catégorie B. HM Business SARL. Les contrats portent sur la fourniture des chaux et soufre. Catégorie B. Trade Services. Les contrats portent sur les dédouanements. Catégorie A. ORM Logistics. Les contrats portent également sur les dédouanements. Catégorie B. Article 2e. Les entreprises sous-traitantes recommandées ont la faculté de sous-traiter à leur tour au maximum 40% de marché à un ou plusieurs sous-traitants éligibles. Article 3e. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP assurera par des mécanismes de contrôle périodiques le suivi et évaluation de l'exécution des marchés confiés aux sociétés recommandées en collaboration avec le ministère des Mines, la Fédération des entreprises du Congo et l'entreprise principale concernée. Article 4e enfin. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 4 avril 2024. Honorable Kachal Katembe Miguel, retenez que la prochaine publication des entreprises retenues sera donc annoncée dans 72 heures. Merci beaucoup Oscar Malkaïch. Poursuivons ce journal. 42 millions de francs congolais, c'est le montant total de frais des participations aux préparatifs de l'examen d'État édition 2023-2024. C'est l'honorable Edi Mundi Lakankou qui a remis le chèque pour tous les finalistes des KBA Kamanga à l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Paulette Lomba. Ouf de soulagement pour les élèves finalistes de KBA Kamanga
dans la province du Kasaï oriental, qui viennent de voir leurs frais de participation aux épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024 totalement payés par l'honorable Edi Mundela Kankou pour permettre ces derniers de passer en toute quiétude les épreuves. La preuve de paiement de l'ordre de 42 millions de francs congolais a été remise ce 4 avril 2024 à l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique par l'honorable Edi Mundela Kankou. Ils sont au total 2101 valablement répertoriés par l'inspection provinciale de la province éducationnelle du Kasaï oriental 2. Je viens de m'acquitter de ces devoirs ici à l'inspection générale. Donc, tout ce que moi je vous demande tout simplement, c'est de vous concentrer pour les épreuves des examens d'État. Voilà la raison pour laquelle chaque année, nous sommes inscrits sur cette lancée-là de pouvoir aider les parents à pouvoir prendre en charge les frais de participation aux examens d'État. Je sais que c'est une charge qui pèse très lourd à ces parents qui sont démunis de tous moyens et une façon pour nous aussi de participer à la vision du chef de l'État, c'est de prendre tout simplement en charge ces enfants pour qu'ils puissent passer leurs examens d'État dans de bonnes conditions. Jacques Odia Moussungay, inspecteur général, a vivement salué le respect des engagements de l'élu de Kabéaka Mwanga qui investit dans la jeunesse pour préparer l'avenir. Parlons politique avec l'élection des gouverneurs des provinces et sénateurs. Le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Burek affûte déjà ses armes. Les membres de ce parti politique étaient autour de leur autorité morale, Julien Paluku, au cours d'une matinée politique pour mettre en place des stratégies. Éric Kabamba. Présidé par Julien Paluku Kaonga, dans sa casquette de l'autorité morale, cette première réunion de la direction politique du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Burek de cette année 2024 a plaidé pour l'assistance humanitaire en faveur de milliers de déplacés dans l'est du pays. Les membres de ces bureaux politiques ont aussi mis en place des stratégies pour mieux affronter les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre l'assistance à ces milliers de déplacés qui sont éparpillés à travers la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri, mais dont la demande pressante est le retour définitif de la paix. En deuxième lieu, nous avons passé un message de félicitations réitéré au... Complètement ce journal, la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe ses abonnés de parties centre, sud et est de la ville de Kinshasa que suite aux travaux prévus par la SNEL au poste haute tension de Liminga, son usine de traitement d'eau de Ndjili sera à l'arrêt ce samedi 6 avril 2024 à partir de 8 h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après, aéroport de Ndjili, Massina, Ndjili, Kimbanteke, Kisenso, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikin et Kindele, Mongafula, commune, Selimbao, Bumbu, Ngiringiri, Kalamon, Kassavubu, Kinshasa, Barumbu et Gombe. La régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Ce communiqué signé le directeur régional de Kinshasa Est, Dr Paul Bakajika Somba Mania. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans le territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23 h. Anita Luambois, moi je vous reviens demain avec le même plaisir à 20 h. Au revoir et excellent début de week-end à toutes et à tous.